Mes chers camarades, bien le bonjour. Je sais pas vous, mais moi j'ai plutôt un très bon souvenir de mes colonies de vacances. Eh ouais, envoyer des lettres aux parents et puis surtout recevoir des colis pleins de bonbons sans faire péter le bide. Mais il y a un truc auquel j'ai pas pensé à l'époque, c'était le trajet qu'empruntait ce colis pour arriver jusque dans mes mains. Autant vous dire que ça a dû nécessiter une infrastructure assez lourde et qu'il en a fallu du temps pour mettre en place cette logistique. Et ça tombe bien, aujourd'hui on est au musée de la Poste. Alors du coup, on va aller faire un petit tour du côté d'un sujet assez complexe et surtout très riche en anecdotes rigolotes, l'histoire du courrier postal. L'idée d'une organisation permettant aux gens de s'échanger des messages écrits ne date pas d'hier. Mais pour pouvoir arriver à le faire, il faut réunir plusieurs conditions. Déjà, il faut connaître l'écriture. Eh ben oui, sinon pas de message. Mais il faut aussi un pouvoir fort capable de permettre d'organiser tout ça, de construire et d'entretenir des voies de communication et de maintenir une sécurité suffisante pour que les courriers puissent voyager tranquillement. La première trace que l'on observe d'un tel système se retrouve en Égypte pharaonique pendant la période du Nouvel Empire, entre 1580 et 1077 avant notre ère. À cette époque, l'Égypte est une civilisation qui maîtrise l'écriture, a une administration développée et une forte centralisation du pouvoir autour du pharaon. Les conditions idéales pour l'avènement d'une poste à relais. Pourtant, on ne retrouve la preuve de l'existence de ce système que dans un seul document. Un poème d'amour. Eh ouais, les connaissances historiques nous parviennent parfois à travers des documents assez inattendus. On peut dire que la vie trouve toujours un chemin, on peut aussi dire que l'histoire trouve toujours un chemin. Dans ce poème, on apprend que cette institution postale est nommée le courrier royal et que le messager se déplace avec son char de relais en relais où il change à chaque fois de chevaux. Malheureusement, on ne sait pas grand-chose d'autre à ce propos, car le courrier royal a dû disparaître lors d'une des périodes d'affaiblissement de l'Égypte. D'autres postes à relais ont existé au cours de l'Antiquité, comme celle mise en place par Cyrus dans l'Empire perse, mais c'est avec l'Empire romain que ce système va connaître son apogée sous la forme du cursus publicus. Créé par Auguste, le cursus publicus est un service de poste sous l'autorité de l'empereur qui est entièrement au service de l'État. On utilise des chariots légers, à 2 roues, tirés par 2 chevaux pour transporter les dépêches officielles et les hauts fonctionnaires. On utilise des chariots plus lourds, à 4 roues tirés par un attelage de bœuf ou de mulet, pour transporter des charges plus lourdes, notamment le ravitaillement pour les armées. Le long des voies romaines se trouvaient 2 types de relais principaux. Le mutatio, tous les 10 ou 18 km, qui est un bâtiment simple juste pour changer de cheval. Et le mansio, tous les 30 à 36 km, qui est un lieu d'étape avec un gîte pour les courriers, une écurie et un garage pour les véhicules. Ce système était très performant. Les courriers parcouraient en moyenne 75 km par jour. Et ils pouvaient compter à la fin du IIIe siècle sur près de 372 routes qui s'étalaient sur 85 000 km. Toutefois, le système était réservé à l'usage de l'État romain, et il n'existait rien de tel pour la correspondance privée. Les particuliers se débrouillaient comme ils pouvaient pour correspondre. Ils envoyaient leurs esclaves, laissaient leurs courriers aux marchands en voyage, ou faisaient appel aux tabellari. Des services de messagers plus ou moins professionnels, mais dont la discrétion laissait souvent à désirer. Valait mieux pas envoyer un message cochon, parce qu'ils en auraient profité. La dislocation progressive de l'Empire romain d'Occident, au cours du 5e siècle, va amener à la disparition du cursus publicus. D'autant plus facilement que le maintien de ces relais était à la charge des populations locales, qui étaient donc très heureuses de pouvoir s'en passer. Le cursus publicus survivra tout de même dans l'Empire romain d'Orient, aussi appelé l'Empire byzantin. Avec le début du Moyen-Âge, il n'y a plus de système de poste organisé en Europe de l'Ouest. C'est donc l'ère des messagers. Toutefois, cela n'empêche pas que beaucoup de lettres circulent à travers l'Europe, l'Église et les clercs en échangeant énormément. On peut noter qu'ailleurs dans le monde, des réseaux postaux existent toujours. Ainsi, le sultan mamelouk Bébar met en place un impressionnant réseau qui combine relais postaux à cheval, signaux de feu et pigeons voyageurs. Ce n'est que vers 1475 qu'un système de poste renaîtra en France, sous l'impulsion de Louis XI. Soucieux de vouloir améliorer son système de renseignement, il commence par placer des chevaucheurs royaux le long de la route afin de pouvoir être informé rapidement d'éventuels mouvements de troupes ennemies. Cette organisation était légère et transférable facilement d'une route à l'autre. Au fil du temps, ces routes postales se sont multipliées et sont devenues permanentes grâce à la mise en place progressive de relais postaux.
Cette poste reste réservée aux seuls besoins du roi et de son administration, mais il arrivait régulièrement que les courriers royaux profitent de leur voyage pour faire passer quelques lettres de particuliers au passage. Pour mettre fin à cette situation, Henri IV va pour la première fois rendre la poste accessible aux particuliers contre le paiement d'une taxe. A noter que par rapport à aujourd'hui, c'est bien le destinataire qui devait s'acquitter de la taxe. Du coup, on devait quand même être vachement moins content de recevoir du courrier. À partir de 1630, la France s'est divisée en 20 circonscriptions, chacune dirigée par un maître du courrier. Cet office achetait au roi les charges d'organiser le transport, la réception et la distribution du courrier royal et particulier. Et bien évidemment, on se rend vite compte que ces maîtres du courrier s'enrichissent grâce à leurs charges. En 1672, le ministre de Louis XIV, Louvois, met donc en place le régime de la ferme générale. L'État récupère le monopole de la poste. Louvois met aussi en place de nouveaux relais de poste et développe celle-ci à l'international. Bon alors tout ça vous allez me dire, c'est bien joli, mais comment concrètement fonctionne cette poste ? Le long des routes postales se trouvent des relais, distants chacun de 13 à 30 km. D'ailleurs, une lieue correspondant à 4 km, les relais étaient distants entre eux de plus ou moins 7 lieues, d'où les fameuses bottes de 7 lieues. Celui que l'on appelle le courrier est la personne qui a en charge la malle à courrier et il se déplace en charrette qu'on appelle une brouette. Mais il a l'interdiction de transporter des voyageurs. En 1793, la charrette sera remplacée par un véhicule plus grand appelé la malle-poste, qui peut aussi accueillir des voyageurs. Ce courrier se déplace donc avec sa malle de relais en relais sans s'arrêter, de nuit comme de jour, jusqu'à atteindre sa destination. C'est un métier très difficile et surtout très mal payé. Et par conséquent, les types font un petit peu de trafic pour se faire de l'oseille en plus. À chaque relais se trouvent des postillons. Le postillon est celui qui va conduire le cheval de la charrette au galop jusqu'au prochain relais. Une fois arrivé là-bas, on change le cheval et un nouveau postillon prend le relais. Le premier postillon revient ensuite avec le cheval à son relais d'origine. Le postillon est un personnage très reconnaissable. Il dispose d'un bel uniforme depuis 1786 et d'énormes bottes de 3 kg chacune destinées à protéger ses jambes de l'écrasement en cas de chute du cheval. Rétribués au service effectué, ils ont mauvaise réputation. On les dit insolents, indisciplinés, alcooliques et on leur reproche même parfois de la cruauté envers les chevaux. À tel point qu'à partir de 1822, on va instaurer un livret d'identité et de conduite pour essayer de mieux les contrôler. Les relais étaient dirigés par des maîtres de poste. Ces derniers étaient titulaires d'un office qu'ils avaient acheté et qu'ils transmettaient généralement de père en fils. Leur rôle était de fournir des chevaux frais aux courriers, mais aussi aux messagers du roi et aux hauts personnages de l'État en cas de déplacement. Ils devaient aussi louer leurs chevaux aux voyageurs désireux de courir la poste, c'est-à-dire de voyager en galopant de relais en relais. Les maîtres de poste ne recevaient qu'une faible rémunération pour leur activité, mais ils avaient le monopole de la vitesse. Personne d'autre qu'eux n'avait le droit de faire galoper ses chevaux sur les routes, les autres devant se contenter du pas ou du trot tout en s'arrêtant forcément pour la nuit. Imaginez un petit peu, on va transposer la situation à aujourd'hui. Si vous louez une voiture à l'État, vous avez le droit de rouler à 130 km/h sur l'autoroute. Par contre, si vous avez votre propre voiture, vous pouvez rouler qu'à 50 et que de jour. Pas mal, hein ? Bien évidemment, tout le monde ne respectait pas forcément cette interdiction, mais ce privilège de galop a toujours été maintenu. En plus de ça, les maîtres de poste disposaient de privilèges importants. Ils avaient le droit de vendre des vivres et du vin aux courriers et aux postillons, ils étaient exemptés de charges publiques comme celle de devoir faire le guet aux portes de la ville, exemptés de fournitures aux militaires, et surtout ils étaient complètement exemptés d'impôts, ce qui leur était particulièrement utile car beaucoup d'entre eux étaient de grands propriétaires fonciers qui vivaient de l'exploitation de leurs terres. À la campagne, les maîtres de poste étaient généralement des notables qui exerçaient souvent la fonction de maire du village. Toutefois, il existait de grandes inégalités selon les régions. Certains maîtres de poste étaient très riches, alors que d'autres avaient du mal à vivre convenablement. Lors de la Révolution, tous les privilèges sont abolis, et donc ceux des maîtres des postes aussi. Afin de ne pas désorganiser le système postal, on décide d'accorder une indemnité annuelle à ces derniers. C'est d'ailleurs un maître des postes, Jean-Baptiste Drouet, qui reconnut et permit l'arrestation de Louis XVI à Varennes.
Ah, il avait le coup d'œil, le citoyen, parce que c'était pas évident. La Révolution va apporter d'autres changements à la poste. On va déclarer le service des postes comme étant de première nécessité et par conséquent, il doit être accessible à tous les citoyens. On va alors densifier le réseau postal. On va aussi réaffirmer le secret de la correspondance qui était régulièrement bafoué auparavant. En effet, il existait dès 1623 le cabinet noir, un service de renseignement qui espionnait entre autres le courrier des ambassadeurs et des grands nobles suspects. Voltaire dénonçait cette situation au cœur d'un article sur la Poste dans son livre « Questions sur l'encyclopédie » paru en 1771. Je cite « La France, où cette belle invention fut renouvelée dans nos temps barbares, a rendu ce service à toute l'Europe. Aussi n'a-t-elle jamais corrompu ce bienfait, et jamais le ministère qui a eu le département des postes n'a ouvert les lettres d'aucun particulier, excepté quand il a eu besoin de savoir ce qu'elles contenaient. » Cette déclaration de principe n'empêchera pourtant pas les différents gouvernements révolutionnaires de pratiquer eux aussi l'espionnage du courrier. Bah oui, les principes c'est bien beau, mais à un moment donné, quand t'es en guerre à l'intérieur et à l'extérieur, faut savoir mettre toutes les chances de son côté. Outre la poste à chevaux, il existait aussi des lignes postales piétonnes qui reliaient les villes desservies par la poste à cheval à des villes plus petites. Autre poste particulière, la petite poste. Jusqu'en 1758, si vous vouliez faire parvenir une lettre depuis Paris à un autre Parisien, il était impossible d'utiliser la poste à chevaux qui ne la prenait pas en charge. C'est là qu'intervient la création de la petite poste chargée de transporter uniquement les lettres dans une même ville. D'abord créée à Paris, elle sera par la suite implantée dans toutes les grandes villes du pays. La distribution était alors assurée par des facteurs privés qui s'annonçaient dans la rue via un claquoir qu'ils faisaient claquer car ils n'avaient pas le droit de monter dans les immeubles. La Poste française va connaître une première révolution en 1830, lorsqu'est créée la Poste rurale, une première mondiale. En effet, jusque-là, les habitants des campagnes, qui constituent pourtant la grosse majorité de la population française, devaient aller chercher leur courrier dans le bureau de poste le plus proche. Et comme il n'y avait que 1775 bureaux pour 36 000 communes, on comprend vite pourquoi un grand nombre de lettres n'étaient jamais récupérées par leurs destinataires. La Poste française va alors recruter 5000 facteurs ruraux, notamment chez les anciens soldats de l'Empire de Napoléon, habitués aux longues marches. Et croyez-moi, valait mieux qu'ils aiment marcher les types, puisque les facteurs ruraux étaient rémunérés au kilomètre parcouru. Sachant que leur tournée faisait environ 28 km par jour, elle pouvait aller jusqu'à 40 km, tout ça à pied, donc ça suffisait pas vraiment à finir les fins de mois et il fallait souvent que les facteurs ruraux cumulent un second emploi à côté, comme cordonnier ou réparateur de montres. À la suite de la Révolution de 1848, la Deuxième République naissante veut faire quelque chose pour démocratiser l'usage des services postaux. En effet, jusqu'à présent, c'est le destinataire qui payait une taxe pour récupérer son courrier. Et cette taxe était trop élevée pour beaucoup de monde. On va donc adopter une invention britannique, le timbre postal. Désormais, c'est l'expéditeur qui doit payer un timbre au tarif unique et réduit de 20 centimes pour pouvoir poster sa lettre qui sera ensuite remise gratuitement à son destinataire. Cette réforme postale permet une augmentation considérable du volume de courrier échangé et a fait le bonheur des philatélistes en tout genre, qui n'ont vraiment pas tardé à se mettre au travail, puisque les premières collections de timbres commencent à se faire dès les années 1850. Une autre révolution va profondément transformer le système postal français au XIXe siècle, l'arrivée du chemin de fer. Dès 1839, on transporte des dépêches sur la ligne qui va de Montpellier à Sète, et dans les années 1840, le transport ferroviaire du courrier se développe car il fait gagner un temps précieux. Mais tout ça uniquement comme complément du transport à cheval, en tout cas dans un premier temps. En 1845, une autre innovation va permettre de gagner encore plus de temps. Les bureaux ambulants. Il s'agit de wagons spéciaux où l'on trie le courrier en même temps qu'on le transporte. Les conditions de travail dans ces bureaux sont très pénibles. Les agents arrivent en général dans le wagon plusieurs heures avant le départ pour commencer à trier le courrier. Ils travaillent debout, dans un espace étroit, en mouvement constant, avec juste un poêle à charbon pour le chauffage, et restent en moyenne 14 à 15 heures de suite sur leur lieu de travail. Mais ces conditions de travail s'amélioreront grâce à la modernisation progressive des trains. Bientôt, la poste à cheval devient complètement obsolète et les dernières lignes sont supprimées par décision ministérielle en 1873. Si le service postal évolue au gré des innovations technologiques, ce sont parfois des circonstances exceptionnelles qui le poussent à innover.
Ainsi, lorsqu'en septembre 1870, les troupes prussiennes commencent à faire le siège de Paris, tout contact entre la capitale et le reste du pays est interrompu. C'est un véritable problème pour l'approvisionnement en nourriture. Les Parisiens se retrouvent à manger du chat, des rats et même de l'éléphant du jardin des plantes. Mais pour le courrier, c'est aussi compliqué, surtout quand on est en pleine guerre, ce qui demande généralement un minimum d'organisation et de communication pour que tout se passe bien. Pour tenter de communiquer, on tente alors de faire sortir de Paris des gens en ballon. Parfois ça fonctionne, comme avec Gambetta, qui a pu parcourir la province pour essayer de rassembler une armée de secours, mais parfois moins, avec des ballons qui se retrouvent en Allemagne, directement chez les ennemis. Alors je vous vois venir, mais rigolez pas. Il y en a même un qui s'est retrouvé en Norvège. Par la voie des airs, on va aussi essayer de communiquer par pigeons voyageurs. On emmène les pigeons hors de Paris à l'aide d'un ballon, on leur accroche un petit tube contenant 20 à 30 000 dépêches micro-photographiées et ils s'envolent pour rejoindre leur colombier à Paris. Plus de 300 pigeons sont ainsi utilisés, mais les Prussiens les chassent au fusil et à l'aide de faucons entraînés. Résultat, seuls 57 parviendront à destination. Et pour remercier ces animaux héros comme il se doit, l'un d'eux sera empaillé à la fin de la guerre. Le gouvernement demande aussi la création d'un corps de coureurs des postes. Alors le principe est assez simple, s'il est hors de question de faire traverser les lignes prussiennes à un train ou à une malle-poste par exemple, un mec tout seul, il y a peut-être moyen. Près de 200 sorties seront effectuées, mais seule une dizaine de messagers parviendront à passer. Parmi eux, le facteur Brard réussira 5 fois à traverser, mais il sera finalement capturé et torturé. Il est emprisonné à Versailles, puis parvient à s'échapper, mais il est tué par des soldats prussiens alors qu'il tentait de traverser la Seine à moitié gelée à la nage pour regagner Paris. On peut dire que le type avait pas froid aux yeux. Mais le moyen le plus original qu'on ait tenté pour faire parvenir du courrier à Paris est sans nul doute les boules de moulin. Là encore, le principe est simple. Ce sont des boîtes étanches en zinc qu'on remplit de courrier et qu'on immerge dans la Seine. Le courant les amène dans Paris et on doit les récupérer à l'aide d'un filet. Un plan idéal. Sauf quand l'idée vient en plein hiver, que la Seine est gelée et que du coup il est impossible de remonter les filets. Du coup, on peut remonter aucune des 55 boules qui sont envoyées durant le siège. Voilà, c'est pas très brillant. La dernière révolution du 19e siècle pour la Poste n'est pas arrivée de l'automobile, qui ne l'a pas utilisée avant le début du 20e, mais la démocratisation de la bicyclette. Dès la fin du siècle, son usage est encouragé chez les facteurs, qui touchent une indemnité pour en acheter une et l'entretenir. Ce moyen de transport va être largement associé à la figure du facteur moderne. Si les dernières lignes de la Poste à cheval sont supprimées fin 19e, le cheval est toujours utilisé pour amener les facteurs sur le lieu de départ de leur tournée ou pour transporter le courrier de bureau en bureau ou de gare à bureau. Les premières automobiles utilisées par la Poste vont commencer par remplacer les chevaux dans ces rôles, notamment à Paris, à partir de 1909. Après la Première Guerre mondiale, le transport sur route va commencer à être utilisé en complément du transport par le rail. À partir de 1952, les voitures sont utilisées pour les longues tournées des facteurs ruraux. D'ailleurs, ce qui caractérise une voiture de la Poste pour nous tous, c'est sa couleur bien spécifique, le jaune poste. Et ça arrive seulement dans les années 1960. Les transports routiers commencent à remplacer les liaisons ferroviaires dans les années 20. Dans les années 70, ils composent la moitié du trafic postal. L'arrivée du TGV dans les années 80 va avoir un effet double. Un TGV postal est créé, accélérant grandement le transport du courrier, mais cette accélération empêche le tri de se faire pendant le trajet. En plus, l'arrivée du TGV va entraîner un arrêt progressif des lignes de nuit qu'utilisait la Poste. Dans les années 90, le transport du courrier par route va connaître une franche accélération pour finalement surpasser le rail. Le TGV de la Poste est même supprimé en 2015. Un autre nouveau moyen de transport va attirer l'attention de la Poste, l'avion. En France, la première expérience aéropostale se fera au sortir de la Première Guerre mondiale. Pour pallier à la destruction du réseau ferroviaire dans les régions occupées, on met en place des lignes aéropostales provisoires vers Lille ou encore vers Strasbourg, mais aussi vers les colonies et vers l'étranger. La première en 1919, entre Toulouse et Casablanca. La première ligne exclusivement aéropostale à traverser l'Atlantique est ouverte en 1936 entre la France et l'Argentine, en passant par le Sénégal. Les pilotes de ces lignes aéropostales sont de véritables aventuriers, car l'aviation n'en est encore qu'à ses débuts et les pilotes doivent voler de nuit en multipliant les risques.
Le pilote de l'aéropostale le plus célèbre est sans nul doute Antoine de Saint-Exupéry, auteur du Petit Prince, qui a aussi publié en 1931 Vol de nuit, un roman sur les pilotes de l'aéropostale. À partir de 1935, la compagnie Air Bleu commence à transporter du courrier de façon régulière sur le territoire métropolitain. Aujourd'hui, la Poste utilise de moins en moins l'avion. Ce moyen de transport est réservé aux courriers urgents à acheminer sur une longue distance. Une autre innovation d'importance pour la Poste est l'automatisation du tri. Si les premiers tests datent des années 50, il faudra attendre les années 70 pour qu'elles se généralisent. Grâce à l'automatisation, la Poste peut traiter des volumes massifs de courrier en un temps record. Mais depuis la fin des années 90, la Poste doit faire face à un nouveau défi de taille. Internet. Et oui, désormais, les messages peuvent s'échanger de façon instantanée d'un bout à l'autre du monde. Alors forcément, le courrier traditionnel en prend un sacré coup. Entre 2008 et 2020, le nombre annuel de lettres distribuées a été divisé par 2. Cela dit, Internet représente une opportunité pour la Poste, puisque de plus en plus de monde fait ses achats sur les plateformes en ligne et qu'il faut bien livrer les commandes ensuite. La Poste a aussi perdu son monopole, qu'elle détenait depuis sa création, et doit donc faire face à la concurrence d'entreprises privées. La Poste est le deuxième employeur de France juste après l'État avec 250 000 salariés. Elle reste donc une entreprise considérable qui va devoir continuer à innover pour faire face aux nombreux défis qui l'attendent. N'hésitez pas à venir faire un petit tour ici au musée de la Poste qui vient juste de rouvrir ses portes en plein Paris, boulevard de Vaugirard. Vous y trouverez beaucoup d'objets très intéressants que vous avez pu apercevoir dans cette vidéo. Et puis l'histoire de la Poste, c'est un petit peu l'histoire de France, mais qui touche à toutes ses ramifications. Vraiment, ça vaut le coup. Merci à Robin de la chaîne L'Histoire trouve toujours un chemin pour la préparation de cette émission. Je vous mets un lien vers son travail dans la description, franchement, foncez-y. Et merci également au groupe La Poste pour m'avoir permis de travailler sur cette vidéo et ce sujet super intéressant et instructif. On compte sur vos partages, à très bientôt sur Nota Bene. Salut.